Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Pendant presque 3 semaines, le peuple béninois aura été partagé entre émoi et consternation. L'absence prolongée du chef de l'État sans un communiqué officiel et les déclarations contradictoires des membres de l'exécutif ont offert de faire le lit à la polémique grandeur nature. Les réseaux sociaux se sont alors enflammés allant de l'information à la désinformation. Même après le retour annoncé du chef de l'État au bécail, l'équivoque entretenu par les prises de position des uns et des autres n'a pu être levé de sitôt. Il aura fallu attendre presque 24 heures à travers une vidéo diffusée en tout premier lieu par un web télé en appui au communiqué officiel lancé issu du Conseil extraordinaire des ministres pour pouvoir dissiper, pour ainsi dire, un tout petit peu le doute. Le peuple aurait été situé alors sur les raisons profondes de l'absence du chef de l'État. 2 opérations chirurgicales subies à Paris. Mais pourquoi aura-t-il fallu attendre tout ce temps, presque un mois, avant de tenir informé le peuple de ce qui se jouait? Le silence observé participerait-il d'une stratégie communicationnelle? L'absence des hommes de médias pour constater par eux-mêmes l'arrivée du chef de l'État est-elle plus bénéfique que préjudiciable? Ce sont là, entre autres questions, mesdames, messieurs, que nous aurons à passer en revue au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème au menu, communication institutionnelle à l'ère du régime du nouveau départ. Le levier à rectifier pour un quinquennat réussi. Éléments de réponse conséquents à travers des interventions de 2 invités. L'un du monde de la communication, l'autre des médias. À ma gauche, Francis Montor. Il est spécialiste en relations publiques. L'homme est par ailleurs le directeur général de l'Institut de sondage Optimus. Francis Montor, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Comment vous portez? Très bien, à merveille. L'Institut de sondage? Oui, Optimus et compagnie qui est installé au Bénin depuis bientôt 1 an et qui permet de prendre la tendance sur les différents sujets que traverse la gouvernance du président Patrice Talon. C'est toujours aisé à faire? C'est pas aisé parce que selon les sondages, vous voyez très bien qu'en moins d'1 an et demi, le président, sa cote de popularité est passée pratiquement de 65% à presque 5%. Donc, il y a des mécontents. On nous dira que ce sont les réformes, oui, mais réforme ne veut pas dire pénitence. Réforme, c'est espérance. Donc, il y a des leviers qu'il faut toucher pour permettre au peuple de ne pas être déçu. Entre leviers, peut-être, celui relatif à la communication institutionnelle, on en parlera tout à l'heure. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de lui, je l'ai annoncé, un homme des médias qu'on ne présente plus. Il est un des habitués de ce plateau. Il a nom Jacques Bocor. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, l'autre quotidien, un journal très en vue. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Joël, sinon Matin Libre. Matin Libre, oui, Matin Libre. Oui, le confrère de l'autre côté, Jacques Bocor a fait ses armes à plus d'un endroit. Matin Libre actuellement, il faut le préciser. Alors comment vous portez? Très bien, ça va. Oui, il paraît que ça fait partie des quotidiens qui discutent, en tout cas chez Charavi la vedette, à l'autre que je ne cite plus. Un travail de titan, il paraît, qui s'abat au quotidien. Absolument, un travail de fourmi avec une équipe très jeune. Et ce n'est pas qu'on cherche à disputer une place, mais les sondages l'ont prouvé, des études bien réalisées l'ont prouvé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans nous et nous sommes les premiers. Nous l'avons diffusé pendant longtemps dans nos colonnes. C'est un sondage, ce sont des études qui ont été réalisées. Et là, Matin Libre aujourd'hui s'est imposé. En 3 ans, on a atteint les objectifs. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde, mais chaque jour, on essaye d'en faire un peu plus. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, oui, ce sont des invités à la trempe de sujets à débattre que SICA prend la peine d'inviter pour vous à juste titre pour atteindre des objectifs plus que pertinents, sans parti pris. Presque 1 mois d'absence du territoire national de Patrice Talon, période faite de toutes sortes de déclarations, même les plus folles. Mais à l'arrivée, le chef de l'État n'était ni au Bénin,
ni à Paris pour un quelconque bilan de santé, ni parti pour une mission républicaine, comme l'ont tenté de faire croire certaines voix pourtant bien autorisées. Le Conseil extraordinaire des ministres, en date, mes excuses, du 19 juin a mis les pendules à l'heure. Le chef a été occupé par 2 opérations chirurgicales qu'il a subies. Jacques Boko, c'est la nouvelle, le communiqué officiel. Alors, ne pouvait-on pas porter à l'attention du grand public pour éviter tout ce à quoi on a assisté au peuple béninois simplement? Vous avez tout dit. Ce n'est que ce que nous réclamions dès les tout premiers jours, dès les toutes premières heures du départ du chef de l'État du territoire. D'abord, il faut quand même qu'on lui souhaite un prompt rétablissement, parce que c'est un humain comme tout le monde, dont la santé est fragile, et ce qui peut-être devait arriver est arrivé. On lui souhaite prompt rétablissement pour des missions encore plus grandes, parce que la tâche qui lui reste est immense. Il lui reste encore au moins 3 ans. Donc, il lui faut beaucoup d'énergie pour réaliser les objectifs fixés, surtout dans le programme d'action du gouvernement. Alors, je crois qu'à l'arrivée, on a quand même pu obtenir ce que nous voulions, sinon ce que le peuple voulait depuis. Il suffisait simplement d'un communiqué lorsqu'il avait quitté, ou lorsqu'il a quitté l'Arabie Saoudite, disons via l'Inde, atterri à Cotonou, on pouvait nous préciser que le chef de l'État va s'envoler à nouveau, peut-être pour ses vacances ou pour aller faire un bilan de santé. Ça, ce n'est pas exclu, c'est de son droit de disposer de son temps, de son agenda pour aller fouiller un peu sa santé. Alors, l'analyse que nous nous sommes faite bien après, c'est que le chef de l'État lui-même, certainement ne savait pas que ça allait mettre du temps. Certainement qu'il a l'habitude d'y aller. Et n'oubliez pas qu'en un an, si je ne me trompe, Patrice Talon est allé à Paris plus que tous les chefs d'État béninois que nous avons connus au Bénin. Donc, sans doute, il y allait pour ses petits soins. Et cette dernière fois, vous avez vu, il a été opéré 2 fois, le 26 mai et le 1er juin. Donc, il s'y était rendu juste peut-être pour faire son check-up ou bien pour subir cette opération, mais qui a mal tourné. Et je crois que la rétention d'informations a joué contre ce gouvernement qui pensait peut-être camoufler les choses, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont même fait un lien entre le message du chef de l'État le 1er juin, lorsqu'il a atteint la barre des 200 000 amis sur Facebook. Ce message a été diffusé, il paraît, le 1er juin, alors que le chef de l'État n'était pas sur le territoire. Donc, est-ce que c'était pour voiler la chose, histoire de faire croire à l'opinion que le chef de l'État était au pays, le temps qu'il ne nous rejoigne? Et voilà, ça a mis du temps avec tout le tollé, toutes les sorties des différents ministres, toute la cacophonie autour. On ça reviendra a joué. sur ces pans, puisque c'est important. Il faut se projeter dans l'avenir pour éviter que ce soit répétitif. Francis Mouto, vous qui êtes de la communication et même institutionnelle, il paraît qu'il n'y a pas de hasard dans les choix stratégiques. Là-dessus, ce à quoi on a assisté participerait-il d'une stratégie aussi bien pensée? Merci. Moi, ça m'étonnerait que ça participe d'une stratégie bien pensée. Parce que en matière de communication institutionnelle, on ne peut ne pas communiquer sur l'état de santé d'un chef de l'État. Dès qu'il a enlevé sa tunique d'individu et qu'il a endossé la tunique du président de l'État, c'est un droit. C'est son devoir de nous informer, c'est son devoir de nous donner, de nous faire des comptes rendus sur tout ce qu'il fait, même son état de santé. Donc, moi, qu'on nous dise que, bon, c'est la culture
Et l'usage béninois, moi, ça m'étonne, parce que pratiquement tous les présidents que nous avons connus, si on doit tenir compte de la culture et de l'usage, ont toujours informé le peuple de leur état de santé. Soglo l'a fait, Kérékou l'a fait, Yaïbouni l'a fait. Et aucun président n'a, parce qu'il a informé ça, a été zigouillé, a été tué, parce qu'il a informé qu'il est malade. Donc il ne faudrait pas qu'on crée une autre psychose en disant que les Béninois, parce que sur les réseaux sociaux, c'est devenu de la sorcellerie de dire qu'on est malade. Mais c'est triste de cataloguer son pays à cette étape-là. Donc notez que ça, c'est parti d'une rumeur. L'info est partie d'une rumeur. Vous voyez, et une rumeur se confirme. Maintenant, pour l'éteindre, peut-être que la cellule de com de la présidence n'a pas les outils pour éteindre une rumeur. Parce qu'à la fin, la rumeur s'est confirmée. Donc, il faudrait qu'on revoie la manière de communiquer. Parce qu'on parle de communication. L'information, ce n'est pas communiquer. D'accord? Parce que quand il s'agit d'un chef d'État, on parle spécialement de relations publiques. C'est la com pour politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle s'occupe de la gestion de l'opinion, de la communication d'acceptabilité, de la communication de crise, d'accord, et de la communication d'influence. Donc, aujourd'hui, que tout part d'une rumeur sur les réseaux sociaux, nous sommes au XXIe siècle, on ne peut plus rien cacher. Et l'État doit utiliser cet outil pour pouvoir mieux faire passer ces réformes, mieux faire passer l'information au niveau de la population, parce que la communication politique, c'est sur de la durée. Le président a un quinquennat à faire. Et on a beau concentrer tout au niveau de la présidence, soit on se tait, on ne dit rien, soit on parle. D'accord? Et c'est un couteau à double tranchant, parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui et avoir une communication à la soviète comme si on était en période de guerre froide. Non, on est au XXIe siècle. Et tout le monde a un smartphone, et même sur l'état de santé du président, que la rumeur a dit dès le début que c'est un cancer de la prostate. C'est-à-dire qu'ils ont été assez précis. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que tu vas sur Google, tu tapes sur Wikipédia, c'est quoi la prostate? On sait ce que ça veut, comment ça se passe. Je ne vous interromps pas, mais oui, par rapport à cette question, on a eu un peu peur à des moments donnés par rapport à ce qui circulait effectivement sur les réseaux sociaux. Mais il s'est fait que des autorités très indiquées, bien positionnées, ont dit que c'était de l'intoxication. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, on doit des excuses publiques au peuple ou quoi? Non, dans un État qui se respecte, on peut demander cela. Mais je ne pense pas que... Le Bénin n'est pas un État qui se respecte? Je ne pense pas que ces autorités le fassent. Parce qu'on a subi même, on a subi pire, mais on n'en a pas eu droit. Mais là n'est pas le problème. Le véritable problème, je pense que ce sont des professionnels qui sont au niveau de la présidence, même si par ailleurs on dit que ce sont des journalistes, mais ils ont quand même manipulé l'information. Ils savent comment, ou ce dont nous vivons, ce dont l'opinion publique, que ce soit nationale ou internationale, a besoin. Donc, que moi, j'écoute un ministre de la République devant la représentation diplomatique. La représentation diplomatique, c'est-à-dire devant les partenaires techniques ou financiers, qui dit que notre chef de l'État va bien, se porte comme un charme, contrairement à ce que véhiculaient les réseaux sociaux et qui s'est confirmé par la suite. Vous voyez? Or, on dit que les réseaux sociaux ont pour habitude d'intoxiquer, comme vous le soulignez. Et aujourd'hui, on donne raison aux réseaux sociaux. Vous voyez que nous allons à une extrémité qui n'est pas tout à fait souhaitée, puisque on finira par prendre pour vrai ce que les réseaux sociaux véhiculent et pour faux ce que des autorités, c'est-à-dire la voix officielle, véhicule. Là, c'est un peu dangereux. Et là, il faut tout de suite tirer la sonnette d'alarme, surtout avec ce gouvernement, comme l'a dit le communicateur ou le spécialiste, on est au XXIe siècle. Le chef de l'État ne peut plus se comporter comme s'il était un chef d'entreprise ou un simple chef d'entreprise. Vous voulez dire quoi exactement? Lorsqu'il prend son vol à l'aéroport, les gens peuvent avoir l'information que le chef de l'État a quitté le territoire. Deuxième chose, quand il atterrit à l'aéroport de Paris,
des gens savent. À son insu, des images peuvent Bien sûr, rapidement... bien sûr. Le jour, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, tenait ses propos, je suis sûr que si l'ambassadeur de France était dans la salle, elle allait sourire. Elle allait sourire. Évidemment. Évidemment, parce qu'elle va dire, mais je crois que ça doit être la dame. Elle doit se dire, mais qu'est-ce que dit ce monsieur? Parce que les ambassades, ce sont des renseignements aussi, hein, n'oubliez pas. Donc, moi, je pense que on ne peut pas servir une version aux médias locaux, c'est-à-dire à l'interne, et le lendemain, puisque le même ministre a rebondi le lendemain pour servir à l'AFP, que le chef de l'État est en check-up, en bilan de santé à Paris. Vous voyez que là, ça pose problème. Pendant que un autre collègue du même gouvernement, lui, interrogé sur une autre chaîne à l'international, dit que le chef de l'État n'a rien qu'il est au pays. Et un troisième ministre revient ou dit que le chef de l'État est allé vaquer à ses fonctions, mais que lui ne voit pas l'intérêt de communiquer autour de l'absence d'un chef de l'État et que eux autres au sein du gouvernement, ils sont en contact avec lui et que s'il y a des problèmes, il intervient. Mais dans le même temps, vous ne savez pas ce que le chef de l'État a. Trois versions différentes. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de coordination au niveau, ne serait-ce que de la communication, parce que je serais à la place du ministre Agbenossi, même si je ne m'étais pas préparé pour répondre à cette question, parce qu'il paraît que c'est un confrère qui a lancé la question. Je vais habilement esquiver le temps peut-être pour moi, puisque tout est centralisé désormais, le temps pour moi de consulter ceux qui sont en charge la communication, ou bien si c'est le chef de l'État qui est par ailleurs son ami, qu'il doit d'abord appeler pour avoir la vraie version qu'il faut servir au peuple. Est-ce que c'est le chef de l'État qui leur a demandé tout ça? Moi, à mon niveau, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a une cacophonie qui a été observée autour de cette affaire. Francis Monchor, oui, parlant de cacophonie, trois ministres du même gouvernement avec trois différentes versions. Pour certains, ça pose, au-delà de l'image renvoyée, la question de la cohésion gouvernementale. C'est aussi la lecture que le communicant fait? Oui, pour moi, c'est pire qu'une cacophonie. Et c'est que la communication gouvernementale a péché soit par incompétence, ou soit elle a péché par orgueil. Parce que quand on parle de communication de relations publiques d'une institution, elle est dirigée vers l'intérieur tout comme vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il doit y avoir une communication interne qui doit concorder les dits de chaque ministre. Chacun ne se lève pas comme s'il est au marché et il parle. Non. Je ne peux pas répondre à une question. Je dis, ce n'est pas mon problème. Le président, il n'est pas au pays. Il est au pays. Moi, ce n'est pas mon domaine, je suis le domaine de la justice. Je ne sais pas. Le ministre de l'Intérieur, qui doit savoir là où le président est? Le ministre des Affaires étrangères, qui doit savoir là où le président est? Ben, c'est deux ministres. C'est-à-dire, si le président au Bénin, il le sait. Parce que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui accompagne, c'est le garde qui accompagne. Il y a les renseignements qui accompagnent le président quand il voyage. Donc, il doit savoir là où est le président. Donc, la communication gouvernementale a péché. Et au milieu de l'interne, pour avoir un seul discours, ils n'ont pas pu le faire. Vers l'extérieur également, ils n'ont pas pu le faire. Et pire, c'est qu'ils sont allés même devant des représentations. Mon ami qui est assis en face dit que l'ambassadeur de France va rigoler. Non, elle a rigolé. Parce que dès que vous allez dans leur pays, ils sont au courant. Tout le corps diplomatique est au courant que le président est dans tel pays. Donc, il ne faut pas prendre les gens. Parce que moi, j'ai assisté à un spectacle, permettez-moi le terme, de Caleta au niveau du gouvernement. Ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé. Quand je vois un ministre mentir publiquement que le président au Bénin, c'est se foutre de la gueule du peuple. Ils sont payés pour nous donner une information. Mais est-ce qu'on n'exagère pas lorsqu'on dit que les ministres ont menti? Oui, c'est un mensonge. Ça peut être qualifié de mensonge? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a dit qu'il n'était pas au pays, oui ou non, finalement? Le Conseil des ministres extraordinaire d'hier, est-ce qu'il a eu à confirmer que le président n'était pas vraiment au pays? Donc c'est un mensonge. Voilà. Et une autorité ne peut pas mentir. Un père de famille ne doit pas mentir, quelle qu'en soit la raison,
Soit tu n'opines pas, tu te tais. D'accord? C'est aussi une manière de communiquer. Soit tu parles et tu dis ce qu'il faut dire. Si tu n'as pas amabilité à le dire, tu n'es pas qualifié pour le dire. C'est ce qui manque aujourd'hui à ce gouvernement, parce qu'il n'y a pas un porte-parole. Oui, je reviens, Jacques Boko, sur la question, avec votre permission, la question de la cohésion gouvernementale. Lorsqu'on observe la façon dont l'information a été portée individuellement par chacun des ministres avec différents portefeuilles, est-ce vraiment la question de la cohésion qui est une fois encore posée? Hier, c'est toujours sur ces réseaux sociaux qui se disent que ça ne parle pas de même langage. Bien sûr. Oui, c'est une question de cohésion gouvernementale. Normalement, comme il l'a dit, lorsque la question qui vous est adressée ne relève pas de votre domaine, vous esquivez tout simplement, de façon habile. Ce n'est pas dit, non, vous posez trop de questions, pourquoi vous voulez savoir? Non. Vous pouvez trouver des voies et moyens pour échapper à la question. Et dire, ou bien renvoyer l'intéressé à s'adresser à qui de droit, ou bien les voies les plus autorisées vont vous répondre. Mais ils ne l'ont pas fait. J'ai l'impression que, bon, chacun voulait s'arroger ses prérogatives ou son droit lorsque le chef n'était pas au pays. C'est comme l'enseignant qui n'est pas dans la classe. Vous voyez ce que ça fait quand un enseignant n'est pas dans une classe. Donc, à raison, ce que dit Francis Motor, qui manque de porte-parole. Absolument. S'il y avait porte-parole officielle. S'il y avait un porte-parole, normalement, aucun ministre ne parle sans ce porte-parole. C'est comme ça se passe dans l'armée. Vous voyez, au niveau du commissariat central de Cotonou, par exemple, vous avez quelqu'un qui répond aux médias, généralement, et tout le monde le connaît. Pascal Irénée Koupaki, dans sa poste, ne fait-il pas office de porte-parole? Justement, c'est là où le problème se situe. Le fait de vouloir tout régenter. Parce que l'actuel chef de l'État, le chef de l'État régente tout. Il ne veut pas déléguer pouvoir. Notre constitution est restée un peu muette sur la question. Nous sommes dans un régime présidentiel fort. Donc, normalement, bon, ses prédécesseurs ont tenté de nommer des premiers ministres, même si on les a traités de bailleurs. Koupaki a quand même présidé des conseils des ministres. Il y avait des ministres chargés de la coordination de l'action gouvernementale. Mais ici, nous avons un chef de l'État, quand il n'est pas là, c'est que personne ne peut agir. On est obligé de l'attendre. Même si on nous a dit qu'il y a un conseil des ministres qui précède celui des mercredis interministériels. Le comité. Donc, moi, je pense que le problème demeure aujourd'hui et je pense qu'il doit pouvoir tirer enseignement. Parce qu'au Nigeria, à côté, la Constitution a réglé ce cas. Buhari est absent depuis plusieurs mois, mais tout le monde sait que c'est le vice-président qui gère. Et le problème ne se pose pas. Je suis sûr que si Patrice Talon avait délégué pouvoir à quelqu'un, on dit que c'est Abdoulaye Biotchane, mais qui ne pouvait absolument pas prendre de décision. La preuve, il n'a pas présidé de conseil des ministres. Et je pense que le conseil des ministres hier même, du lundi 19, on pouvait le faire sans la présence du chef de l'État. Il pouvait envoyer simplement ses messages, présider le conseil des ministres, et les gens n'allaient même pas remarquer son absence depuis le 24 ou le 26 qu'il est parti. Donc c'était un piège qui s'est retourné. Absolument, et je crois que s'il devrait rectifier le tir, il faut qu'il commence à tirer leçon de tout ce qui se passe. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis le 6 avril, malgré tout ce qu'on dit, nous avons tenté de rectifier un peu la normocommunication, même si en temps on a versé dans la propagande. Tout au moins, on a corrigé quelque chose. Quand le chef de l'État avait voyagé, on était informé. Quand il revient au pays, on le voit à l'aéroport. Mais pourquoi cette fois-ci, on voulait camoufler les choses? Et parlant de ce retour, vous permettez annoncer pour 17h dimanche dernier, l'attente a été grande. Beaucoup attendaient de voir, en tout cas physiquement, le chef de l'État. 17h passées, l'annonce a été faite, là encore, sur les réseaux sociaux, que le chef de l'État a foulé le sol béninois. Aucun organe pour officiellement
confirmé la présence du chef de l'État. Par la suite, c'est par Web Télé qu'on a eu une vidéo, et vidéo renvoyée aussi par la cellule de communication au niveau de la présidence. L'absence des organes de presse, des hommes de médias, des professionnels eux-mêmes, allait-il créer plus de tort que de bien à cette arrivée? Absolument, puisque depuis même l'absence du chef de l'État, vous n'êtes pas sans le savoir qu'on envoyait dans l'opinion ou dans les réseaux sociaux des images le montrant descendre d'un avion, alors que ce n'était pas lui. Il y avait une certaine presse qui l'avait annoncé pour présider un conseil des ministres le mercredi dernier. Il ne l'a pas fait. On a finalement dit que son arrivée était prévue pour le week-end, ce qui fut fait. Mais vous voyez, le vrai problème, c'est toujours ce problème de communication. Parce que hier, moi, quand bien même, j'ai appelé des gens au niveau de la direction de la communication, je n'étais pas rassuré. J'ai dit et j'ai laissé mes mots sur des forums, des groupes. J'ai dit que je veux le voir. Et j'ai suivi dans le 13h sur une radio de la place un direct depuis la présidence, le direct du point de presse de Koupaki. Donc, j'ai appelé le confrère en question. Est-ce que vous étiez dans la salle du Conseil des ministres? On m'a dit oui. Bon, nous avons eu quand même des dispositions des chaises comme ordinairement. Est-ce que tu l'as vu? Il m'a dit qu'il ne l'a pas vu, mais c'est seulement quand ils ont fini qu'ils les ont appelés dans la salle et Koupaki a présenté. Vous voyez comment je pouvais continuer de douter. Surtout que je ne l'ai pas vu la veille. On nous a balancé une image de 2 véhicules ou 3 de derrière même. Donc, moi, j'étais dubitatif jusqu'à 17h où, comme vous l'avez souligné, il y a une télévision web qui a balancé l'image suivie de celle de la direction de la communication qui a fait une compilation maintenant de l'arrivée du chef de l'État, du Conseil des ministres et puis des échanges entre le chef de l'État et ses ministres. Les civilités, vous voyez. Et depuis que on a balancé cette vidéo, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez constater que tout s'est calmé. Ça veut dire que le peuple avait soif de l'information. Et l'information, lorsque vous la mettez trop au frigo, comme on le dit dans notre jargon, parfois, il y a que c'est dépassé et on ne peut plus l'utiliser. Vous voyez, la cellule de communication aurait pu procéder ainsi que on allait lever tout doute. Vous l'avez dit un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Mais Francis Moncho, le peuple béninois, à ce qu'il paraît, était habitué à une forme de communication. Elle était à la limite très agressive. Il faut dire qu'avec le régime actuellement en place, c'est sous la coupole ou le paravent des réformes que ce régime travaille. Là-dessus, cette forme de communication, est-ce qu'on ne peut pas la comprendre sous l'angle justement des réformes annoncées et qui sont en train de faire leur preuve? Quelles réformes sont annoncées? Est-ce que la communication institutionnelle permet quand même de donner l'information, de gérer les crises, de convaincre l'opinion à accepter les réformes qui vont se faire? Donc moi, je ne vois pas de réformes qui sont annoncées dans ce domaine. Donc la communication institutionnelle... Est-ce que communiquer, oui, c'est faire de la rétention ou bien dribbler les journalistes? Vous appelez ça dribbler les journalistes? Oui, j'appelle ça jouer avec les journalistes. Parce que lorsque vous êtes à la présidence, vous êtes le président de la République, il y a un attaché de presse. Le chargé de presse du président de la République, il doit entretenir une relation de confiance avec les journalistes. Leur donner l'info quand il faut, au bon moment, pour pouvoir mieux impacter dehors. Le porte-parole, d'accord, du gouvernement, voilà les 2 trucs qui manquent à ce gouvernement, doit apporter, c'est-à-dire avoir une uniformité du discours qu'on doit sortir à ses citoyens. Parce que n'oublions pas, c'est la cellule de com du président de la République, moi j'ai l'impression qu'elle fonctionne à l'envers. D'accord? Ce n'est pas maintenant qu'il faut balancer les images de son arrivée du Conseil des ministres. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que cette cellule
craignait un peu que ça aille dans tous les sens. Des confrères qui descendent, chacun va chercher à zoomer peut-être sur les yeux du chef, ça babiche, sa tête, et finalement, ça donne encore... Non. Ça crée d'autres problèmes à la République. Il y a une limite de sécurité qui est toujours installée lorsqu'un chef de l'État vient. Donc vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et je vous dis que la rétention communiquée sur l'état de santé d'un chef de l'État, c'était un mythe. Ça a pris fin avec la maladie de Mitterrand, qui justement a eu le cancer de la prostate, et où il n'a pas communiqué, et sur sa fille, que finalement, les médias ont eu à prouver que c'est vrai. Donc aujourd'hui, faut pas, on peut ne pas communiquer sur ça. C'est un faux truc. Elle fonctionne à l'envers, cette cellule de communication. C'est comme annoncé, le ministre Diogouinou, lors de la révision, disait, c'est lui qui vient dire au peuple, durant une émission, que le mois d'avril sera le mois de la révision. C'est une erreur de communication? C'est une erreur de communication. Le mois de mars. Parce que après, le président, lorsque le truc a pris une autre tournure, le président vient faire un discours à la nation. Non, c'est le président qui envoie la révision. C'est lui qui fait en premier le discours à la nation. Ah, chers compatriotes, je vais envoyer pour réviser la Constitution, comme promis. Ce n'est pas parce que le feu est allumé qu'on vient pour faire un semblant de l'éteindre. Non, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne une communication institutionnelle. C'est-à-dire que l'intéressé vient dire et qu'on sort. Et moi, je serai à la place de cette cellule de communication en relations publiques, ce qu'on a appris. Il ne faut pas être journaliste. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Sciences Po, je me suis spécialisé en relations publiques et en sondage d'opinion. Donc, vous voyez un peu le cursus. Parce qu'en matière de droit, en matière de stratégie politique, c'est-à-dire que vous avez déjà tout ça appris. Et un chargé de relations publiques de communication ne doit pas être celui à qui on balance un truc, dis-le, non. Il doit être présent au cœur de l'action. Au cœur de l'action, parce qu'après tout, c'est lui le pompier. Quand il y a un problème, c'est encore à lui de l'éteindre. Donc, pour prendre la décision, il doit être là. Mais là, ce qu'on voit, on se rend compte qu'on les balance des trucs. Ils sont très forts, excuse-moi. Vous lisez la presse, ils envoient pas mal de trucs pas vrais que la presse publie. Et elle est vraiment uniformisée. Voilà. Les lignes éditoriales, vous prenez par exemple 5 journaux, 6 journaux, à part quelques-uns qui font l'exception, et ils vous disent la même chose. Même si le peuple est affirmé, est très sûr que c'est le contraire qui est la réalité. Donc, elle marche mal, cette communication. Je dis, il faut un porte-parole à ce gouvernement, d'accord, et un chargé de presse qui doit avoir une relation de confiance avec les journalistes. Parce que faire de la communication institutionnelle, c'est sur du long terme, c'est sur 5 ans. Et il faudrait qu'à la fin, le président puisse vraiment réussir son quinquennat. Et pour réussir un quinquennat, vous avez beau moderniser le pays, tant que le peuple n'est pas informé, tant que le peuple ne voit pas, vous n'avez rien fait. On revient sur le contenu, si vous le permettez, bien entendu, du communiqué qui a sanctionné et mis fin aux polémiques qui enflaient de part et d'autre là-dessus. Beaucoup d'observateurs disent être un peu laissés sur le soif, c'était déçu carrément. Je lis en filigrane quelques mots forts. Du fond de ce communiqué, on nous apprend, le président de la République a fait part au Conseil qu'il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la prostate à l'occasion de son séjour à Paris. Je poursuis là, les interventions du secrétaire général. Le président de la République, à l'issue de l'opération, une complication digestive est apparue et a requis une deuxième intervention chirurgicale le 1er juin 2017, qui s'est également bien déroulée. Je vais me retourner vers l'homme de médias avant de revenir vers le communicateur. Pour certains, c'était encore un peu de trop. Finalement, on embarrasse un peu trop le gouvernement, non? Le peuple dit vouloir être informé, on donne ça. Certains disent qu'on en fait un peu de trop, qu'on ne devrait pas tout donner. Oui, justement. Puisque le temps pour le dire est déjà passé. C'est ce que nous relevons sur le plateau à l'instant. L'information... Donc ce contenu peut relancer d'autres polémiques? Absolument. L'information, c'est comme la salive que vous manipulez dans votre bouche. Quand le temps passe, ce n'est plus de la salive. Donc, c'est quelque chose du genre. Lorsque l'ancien chef de l'État, Yahya Boni, avait été opéré par 2 fois de la cataracte en Afrique du Sud, comment nous l'avons appris? Par bande défilante, à l'OETB. Mais quand il est rentré, il n'y a plus rien, il n'y a pas eu de commentaire. Il n'y a pas eu de conseil des ministres exclusivement consacré à une maladie d'un chef de l'État. Ne dites pas que vous êtes déçu par le conseil extraordinaire consacré pour donner des précisions sur l'état de santé du chef. Non, je ne suis pas pour autant déçu, mais le cadre
le Conseil des ministres, c'est un cadre solennel. Donc, normalement, c'est ce qu'on devait faire en amont qu'on est venu faire en aval. Et puis, le temps aidant, les gens ont raison de dire tout ça. Parce que le gouvernement n'a pas servi l'information au bon endroit, au bon moment. Francis Monteau, sur le contenu, on pouvait faire encore un peu de rétention à ce niveau? On est resté dans la limite de ce qui est faisable. La limite, vous dites, moi ça m'étonne, parce qu'il y a eu des précisions assez claires que le secrétaire général de la présidence a eu à lire. D'abord, je vais attirer votre attention sur deux faits. Le premier, c'est un conseil des ministres extraordinaire, oui. Session extraordinaire. Lorsqu'on convoque ces deux trucs extraordinaires, ça veut dire qu'il y a une crise, il y a une urgence. Donc, le retour, moi j'ai vu sur les vidéos, le président, un conseil des ministres extraordinaire où c'est pour fêter les retrouvailles. C'est le seul point du jour. C'est ce que vous avez vu? C'est ce que j'ai vu, en tant que spécialiste en communication. C'est pour fêter les retrouvailles. À vous embarrasser. Bon, il manquait que des bouteilles de champagne pour montrer que vraiment il est vivant. Alléluia. Fêtons-le. On ne pouvait pas fêter puisque, bon, non. Dans les visages, on lisait de la compassion. Donc c'est le décryptage Moi, que vous c'est en le faites. décryptage que je fais. D'accord? C'est le décryptage que je fais. Parce que on dit c'est extraordinaire. Il y a une crise. Il y a plein de dossiers qui sont en attente. D'accord? On aurait pu laisser le président se reposer. D'accord? Le montrer seulement à l'aéroport. Le président est là. Attendre le mercredi. Il est convalescent. On le laisse se reposer. Le mercredi, il y a conseil des ministres. Et c'est fini. Pourquoi convoquer un conseil des ministres extraordinaire pour un seul point de jour, annoncer aux Béninois, alors qu'ils sont déjà au courant avant vous même, que le président a un cancer de la prostate et qu'il a des problèmes de santé en France? Non. En relations publiques, je le dis et je le répète, il y a un timing. Il y a un ordre chronologique à suivre. Gérer l'opinion, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, l'opinion béninoise, excusez-moi le terme, c'est pratiquement des jeunes qui sont sans emploi et qui sont assoiffés d'informations. Étant donné qu'on leur demande tout le temps de serrer la ceinture, mais qu'on ne voit rien. Donc, il y a aussi ça là, ce problème qui est là. Donc, venir faire ce conseil des ministres extraordinaire, déjà, il y a le problème. Moi, je trouve que, bon, c'est un peu trop, c'est mon point de vue de communicationnel. Maintenant, sur le contenu, les Béninois sont des médecins. Le président a subi une opération. C'est simple. Ils sont entrés dans les détails. C'est une bombe à retardement pour le gouvernement. Ce détail-là? Ah oui, c'est une bombe à retardement. Parce que lorsqu'on parle, là, de prostate, rebelote, oui. Problème deuxième intervention chirurgicale. Voilà, deuxième intervention. Complications digestives. Digestives, d'accord, en une semaine, d'accord, en 5 jours. Hein. Et n'oubliez pas, hein, moi je vais faire une remarque qui est un peu truc. Le 1er juin, j'avais eu à dire à la cellule de com, écrit sur des forats, quand ils ont présenté le président qui remerciait ses 200 000 followers, le 1er juin. D'accord? Moi, j'aimerais demander à la cellule de com. Ils savaient que le 1er juin, le président va atteindre les 200 000 followers, parce que quelqu'un qui doit subir une seconde opération le 1er juin, je ne le vois pas se mettre debout, la main dans la poche, remercier ses followers. Est-ce qu'ils avaient déjà prévu que le 1er juin, il va atteindre ses 200 000 followers et qu'il devait adresser des remerciements à ses followers? Donc, vous voyez, il y a plein d'incohérences dans leur communiqué et tout. Et pire, même à ce conseil, vous croyez que le peuple est rassuré? Le peuple sait là que son président est malade. Quel que soit ce que vous allez dire au peuple, il sait que son président est malade. Oui, mais il est convalescent. Le pied est passé, on a rassuré qu'il est en pleine forme, pleine d'énergie, oui. pour accomplir sa mission républicaine. Vous saviez, quand on dit à quelqu'un en Europe et dans d'autres pays qu'il a un cancer, vous savez, c'est une sale maladie qu'on l'appelle. Donc les gens ont tendance à se dire, voilà, on va le ménager, il ne pourra plus donner à 100% pour atteindre ses objectifs. Est-ce que c'est fait à dessein? Ou est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Le journaliste est interpellé. Oui, si c'est fait à dessein, on verra une chute en termes de performance et on comprendra que c'est la convalescence qui se poursuit. C'est possible ça? Je risque aussi de dire que c'est un couteau à double tranchant. Mais de toutes les façons, même si le gouvernement n'allait pas dans ces détails, du moment où, sur les réseaux sociaux, les gens savaient que le chef de l'État a été opéré de la prostate, c'est déjà une prouesse, avant même le communiqué officiel. Donc, c'est la preuve que, même si le gouvernement cachait la maladie du chef de l'État, vous ne savez pas les relations que moi j'ai à Paris.
des relations sur le plan médical que moi j'ai. Les médecins que moi je peux contacter là-bas pour qu'ils me donnent. C'est parce que nous n'avons pas des médias comme Mediapart. Sinon, dès les premiers jours déjà, on allait déjà publier ça, sa fiche médicale dans les journaux. Maintenant, parce que les thèses de la République le permettent. Mediapart, vous n'êtes pas en France ici. Non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. La preuve est qu'il vous a dit qu'il a été opéré par 2 fois de la prostate. Quand ça vient du chef, on peut comprendre, non? Rien n'est caché. Il ne reste que les fiches et la signature du docteur ou du collège médical. Mais là, le chef a semblé désavouer ses ministres qui pensaient que le peuple n'a pas forcément à savoir un peu plus sur l'état de santé du chef. Maintenant, là où la seconde manche ou le second tranchant se situe, c'est que le chef de l'État qui a dit qu'il avisera ne peut plus aviser en 2021, puisqu'on sait qu'il est grabataire désormais. Même s'il dit qu'il se sent mieux, écoutez, vous et moi, si nous subissons une opération chirurgicale, ce n'est pas en 3 semaines qu'on guérit. Écoutez, vous n'êtes pas médecin. Donc, dans le communiqué, ça, vous faites votre analyse. Il dit qu'il est totalement guéri et prêt. Non, on ne peut pas en 3 semaines. Bon, c'est vrai que il y a des coachs qui vont vous dire, de développement personnel, qui vont vous dire, oui, il faut penser positif. C'est lorsque vous pensez positif que le reste s'accomplit. Voilà. Donc, certainement que le chef de l'État est dans cette logique, mais c'est déjà une compromission pour son javiséré. Une compromission pour son javiséré. Mais quand on sait qu'avant de postuler à un poste comme celui-là de la magistrature suprême, il y a des médecins légistes très avisés qui font un travail, comme on dit, de titan pour certifier de qui peut compétir ou non, on comprend qu'il y a plus de peur que de mal, non? Ou bien ceux-là aussi, ils peuvent... Vous savez, je suis jeune et que j'ai étudié en France. À partir d'un certain âge, c'est obligatoire et gratuit pour les hommes comme pour les femmes de faire la prévention, le dépistage de 2 cancers chez les hommes, celui de la prostate et celui colorectal. C'est les 2 cancers dont on a cité là. Dans le bulletin médical que le secrétaire général de la présidence a eu à donner. C'est un bulletin médical. Bon, oui, allez-y, continuez. Oui, je l'appelle comme ça, moi. Bon, en plus, ce n'est pas signé. Donc, on attendait que les signatures des médecins, mais ça n'a pas été le cas. Donc, pour moi, il y a un problème. Je ne peux pas me permettre, à mon âge, si les médecins avaient fait bien leur boulot avant, lors des dépôts des dossiers, les contrôles médicaux et tout ça là, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas l'outillage pour pouvoir le détecter. Ou que ce n'était pas pour autant développé. Voilà. Maintenant, moi, je ne mets pas en doute leur bonne foi. Problème. Mais vous interrogez. Oui, j'interroge leur bonne foi. Est-ce qu'on a un hôpital de renom? Est-ce qu'on même on fait ce test-là pour pouvoir déposer la candidature? Donc, il y a tout ça là. Pour lancer le débat sur le plateau technique au Bénin. Oui, avec les questions d'affaimage, on va pouvoir saisir tout ça. Voilà. Donc, maintenant, si on passe ce truc, ça peut arriver parce que le président est jeune. Voilà, le président de la République, il est jeune. Et ça arrive, vous allez sur Wikipédia, vous voyez tout de suite, on tape, on vous dit vers quel âge ça arrive. Et c'est arrivé, tant mieux, il a été opéré, nous rendons grâce à Dieu. Qu'il aille mieux, nous rendons grâce à Dieu. Le peuple l'a accompagné sur ce point. Mais sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, il y a plein de gens qui ont attaqué le peuple. Et ces ministres qui ont maltraité le peuple parce que le comportement des ministres, pour moi, c'est un peu déplacé de mentir au peuple, de tourner le peuple en rond. Ce n'est pas digne d'une autorité publique. Et dans d'autres pays, vous voyez, dans un état normal, à moins que nous soyons encore toujours dans un état voyou, des têtes doivent tomber. Suite à ce que les ministres ont fait, vous demandez que les têtes tombent? Oui, parce que soit tu ne parles pas, ce n'est pas ton job de parler, soit tu te tais, mais tu ne mens pas. C'est une faute grave, c'est une faute lourde de mentir, parce que finalement, ça s'est confirmé. Si ce n'est pas sous la coordination du chef même. Voilà. Ça a été confirmé. Alors, Francis Montioro, on m'annonce de l'autre côté qu'il ne nous reste que quelques secondes. Très rapidement, c'est quoi votre adresse à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent, dans votre caméra, droit devant vous? Oui, au fait, moi, j'ai dit aux compatriotes, aux téléspectateurs que voilà, le président est rentré, remercions Dieu, merci pour la veille citoyenne. Ils ont fait leur boulot comme le gouvernement ne veut pas le faire. Et à l'endroit du gouvernement, j'aimerais dire que plus de vérité, d'accord, d'honnêteté dans la communication, c'est mieux pour l'État. Ça permet d'avancer de concert avec son peuple. Et après tout, nous sommes dans un État au XXIe siècle où tout se sait.
Merci beaucoup, oui, Jacques Boko. Non, tirons leçon du passé pour corriger l'avenir, puisque l'un des péchés du gouvernement précédent, sinon du régime précédent, c'était ça, la parole du chef. Quand ça se remet en cause au jour le jour, ça finit par vous desservir. Et lorsque vous êtes dans la vérité, personne ne vous croit. Donc, le gouvernement a intérêt à rectifier le tir. Il faudrait plus que cela se répète. Il faut restituer l'information, donner l'information en temps opportun et l'information vraie. Merci Jacques Bokor, merci à vous Francis Montour. Mesdames, Messieurs, merci aussi. 100% Bénin, le numéro du jour. Nous allons y mettre un thème sur cette citation de l'écrivain et artiste irlandais Oscar Wilde. Je cite, « De nos jours, tous les grands hommes ont leurs disciples et c'est toujours Judas qui dirige la biographie de ces hommes dits politiques. À chacun de savoir sur qui compter, sur quel levier actionner pour des résultats probants et édifiants pour toute une nation. » Mesdames, Messieurs, bonne suite de réflexion chez vous et prenez toujours la vie du bon côté. À très vite.